je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse, ce qui veut dire que la moitié de mon activité consiste à faire de l'enseignement, donc à des étudiants de première année à la cinquième année de l'université. Et l'autre moitié de mon boulot consiste à faire de la recherche mathématique. Et je suis là aujourd'hui pour vous faire partager, pour partager avec vous une vision de ce que peut être les mathématiques pour moi. Alors, j'essaierai de vous poser quelques questions au cours de la conférence via des sondages qui devraient apparaître à l'écran et auxquels vous devriez pouvoir répondre en cliquant. Euh, Généralement, je commence cette conférence en posant la question ce que les maths représentent pour vous, et les réponses qui viennent en général, c'est les calculs, les nombres. Et assez tardivement arrive l'idée que les maths, c'est aussi de la géométrie, ou encore que les maths, ça sert à résoudre des problèmes, à répondre à des questions qu'on peut se poser en observant le monde qui nous entoure. Et en fait, une grosse partie de mon activité porte sur des questions de géométrie. Et essentiellement, ce que je fais quand je fais ma recherche en mathématiques, c'est essayer de résoudre des problèmes. Je me pose des challenges, mes collègues posent des challenges, et on essaye de résoudre ces problèmes. Donc, j'ai pris aujourd'hui comme approche, pour vous parler de géométrie et du genre de problèmes qu'on regarde, les balles et les ballons. Alors, ce n'est pas mon domaine de recherche, encore que ce n'est pas très loin, puisque en géométrie, c'est des choses que je suis amené à étudier, ce dont je vais parler. Et donc, la première question que je pourrais me poser, je vais me la poser à moi, hein, parce que pour les interactions, ce n'est pas complètement évident, hein, via la visioconférence. Donc, une première question qu'on pourrait se poser, c'est quel type de mathématiques on peut voir quand on regarde des ballons. Vous avez là à l'écran des ballons. Alors, j'imagine que certains ballons, vous êtes capable de les identifier. Vous pouvez utiliser le chat, la conversation pour taper des réponses, hein. Et si je vous demande par exemple le ballon qui est là, si je vous demande ce que c'est comme ballon, je suis certain que plusieurs d'entre vous sont capables de me répondre rien qu'en voyant le ballon, hein. Vous avez le droit de taper dans la conversation éventuellement. Pas de réponse. Bon. Alors, c'est moi qui vais répondre. Donc ici, normalement, tout le monde identifie le ballon de foot. En bleu, au bout de ma flèche bleue, un ballon de basket. On pourrait se tromper peut-être sur ce ballon-là et penser que c'est un ballon de rugby, mais en fait, c'est un ballon de football américain. Ici, je vais avoir une balle de baseball. Ici, du foot américain. Donc le N. Ici, du football bien de chez nous, où on joue avec les pieds. Le basket. Le volleyball. Je suppose que vous avez identifié le ballon de volley. Qu'est-ce qu'on a encore? On a deux balles. D'ailleurs, on pourrait se demander qu'est-ce qui nous fait qu'on appelle ces objets des balles plutôt que des ballons. Balles de tennis. Et pour terminer en petit, je dois avoir une balle de ping-pong. Non, c'est une balle de golf en fait. Ici, c'est une balle de golf. Alors déjà, une première approche à la louche, on pourrait dire que les balles sont plus petites que les ballons et que les ballons, c'est plutôt les objets qui sont gros.
Une deuxième classification qu'on pourrait faire, alors si je fais de la géométrie, je vais m'intéresser en fait aux formes des objets. Et donc une deuxième approche qu'on pourrait avoir, c'est de dire qu'il y en a un qui est particulier là-dedans, c'est le ballon de foot américain ou le ballon de rugby qui va être ovale, alors que les autres sont des ballons sphériques. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la manière dont sont fabriqués ces ballons, et on va voir qu'il y a beaucoup de mathématiques derrière la manière dont sont fabriqués tous ces ballons, la structure même du ballon. Et donc, on va commencer par observer différents ballons. On va juste faire des observations. Alors ici, j'ai pris une photo de différents ballons de la Coupe du monde de foot. Régulièrement, à chaque nouvelle Coupe du monde, on change de ballon. Et donc ici, vous avez par exemple au milieu, au centre, le ballon qui a été utilisé pour la Coupe du monde au Brésil. Ici, ça devait être la Coupe du monde probablement en Afrique du Sud, la Coupe du monde au Japon, la Coupe du monde en Allemagne. Et on reconnaît ces ballons. Alors peut-être qu'on les reconnaît grâce à la couleur qui est dessus. Alors si je parle de couleur, je ne vais pas vraiment faire des mathématiques, mais on va voir qu'ils ont à chaque fois une structure différente. Alors je vais remonter en 1950. Et puis je vais regarder le ballon de la Coupe du monde de 1950. Et si je m'interroge, si je vous interroge sur la forme des pièces ici qui sont utilisées pour fabriquer ce ballon. Si on s'imagine mettre cette pièce à plat et se demander quand je passe commande, qu'est-ce que je dois commander comme pièce de ballon pour construire mon ballon, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on va assembler des figures géométriques qui sont des rectangles. Et on peut même se demander combien de rectangles je dois assembler. Alors, j'en ai un premier ici, un deuxième rectangle, troisième, quatrième, cinquième, sixième rectangle. Et étant donné que je vois que la moitié du ballon, je peux deviner, et en fait c'est correct, que pour assembler ce ballon, je vais avoir besoin de 12 rectangles. Je peux me déplacer au lieu de 1950. Donc je mémorise ce ballon. Moi, mathématicien, en train de regarder ce ballon, je me dis, tiens, ce ballon est fabriqué avec 12 rectangles. Alors j'ai fait à la fois de la géométrie, puisque j'ai identifié des formes géométriques, le rectangle, et puis j'ai fait un peu de nombre de calculs, effectivement. Enfin, je n'ai pas vraiment calculé pour l'instant, à savoir que j'ai identifié 12 rectangles. Alors si je vais en 1962, vous avez le ballon de la Coupe du monde qui a eu lieu visiblement à Santiago. Et à nouveau, il faut se demander quelle est la forme des pièces qui... Enfin, je me demande quelle est la forme des pièces qui est utilisée pour fabriquer ce ballon. Alors, il faut identifier ici que j'ai une première figure géométrique 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. 8 côtés, donc j'aurais envie d'appeler ceci un... Alors, figure à 8 côtés, normalement, vous savez comment ça s'appelle. D'abord, c'est un polygone. C'est un polygone, à savoir que mon ballon est en fait formé de polygones. Polygone à 8 côtés, ça s'appelle un octogone. Et en fait, je peux même remarquer que j'ai deux types d'octogones pour fabriquer mon ballon. Et là, j'ai un deuxième octogone. Et les deux formes d'octogone que j'ai ne sont pas les mêmes. J'ai un octogone orange qui a 8 côtés, mais qui rentre un peu là à la taille, qui s'affine. Et j'ai un octogone que j'ai tracé en vert, qui lui est beaucoup plus régulier, à savoir que l'angle à chaque sommet, c'est le même. À chaque sommet, quand je regarde l'angle que fait mon octogone, c'est le même. Donc ici, celui que j'ai tracé en vert, c'est un octogone régulier.
Et celui que j'ai tracé en orange, c'est quand même un octogone, mais il n'est pas régulier. C'est comme dans le coup des losanges et des carrés. Vous savez que quand je prends des quadrilatères qui ont les 4 côtés de même longueur, bah, ça peut avoir le même angle à chaque sommet, on appellera ça un carré. Hein, l'angle fera alors 90 degrés. Ou alors l'angle peut être variable en fonction du sommet. Et dans ce cas-là, on appelle ça un losange. Alors ici, j'ai des octogones, j'ai un octogone régulier et un octogone irrégulier. Et je peux à nouveau compter les octogones. Alors là, c'est un tout petit peu plus délicat, surtout si je suis en distanciel et que je ne peux pas manipuler mon ballon pour le tourner dans tous les sens pour le voir. Ici, les octogones réguliers, j'en ai un devant. Sur l'équateur, j'en ai 2, 3, 4. On ne voit pas 2, 3 et puis on devine. Bah, en fait, je vais en avoir 6. On devine à peine le quatrième et le cinquième ici, et il y en a un qui est derrière. Donc, en fait, j'ai 6 octogones réguliers. Et ceux qui ne sont pas réguliers, alors là aussi, on peut se mettre à les compter. J'en ai 1, 2, 3, 4. Sur le pourtour, j'en ai 5, 6, 7. Et alors, pareil, je ne les devine pas bien là. Si je n'ai pas de quoi manipuler, il est assez délicat de les voir. Alors, va falloir me croire sur parole. Ici, j'aurai 12 octogones qui ne sont pas des octogones réguliers. Bon. Alors, on peut se demander, OK, j'ai fait un ballon en 1950, le ballon, il était fait avec des rectangles. En 1962, le ballon était fait avec des octogones. Est-ce qu'on a fait des ballons avec d'autres polygones? Alors, à partir de 1970, la société Adidas, qui détient le contrat pour faire les ballons de foot de la Coupe du Monde, à partir de 1970, c'est ce ballon qui s'est imposé, qui est le ballon le plus fréquent, hein, le plus classique, celui que vous observez le plus souvent, qui comporte ici des polygones 1, 2, 3, 4, 5, des polygones à 5 côtés, à savoir des pentagones. Et on peut compter le 3, 4, 5, 6, 6 devant, 6 derrière, il va y avoir 12 pentagones. Et puis des polygones à 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, des polygones à 6 côtés qu'on va appeler des hexagones. Ah, et si je compte le nombre d'hexagones, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur que je vois de devant et 10 de derrière. Je vais avoir 20 hexagones. Donc, en résumé, pour l'instant, on a vu des ballons, certains ballons qui étaient faits avec des rectangles, qui sont des quadrilatères, 4 côtés. On a vu des ballons avec des octogones, 8 côtés. On a vu des ballons faits avec des pentagones et des hexagones, à savoir 5 ou 6 côtés. Et donc, voilà, le mathématicien que je suis se demande immanquablement est-ce qu'on peut faire, quel type de ballon on peut faire? Est-ce qu'à la prochaine Coupe du Monde, ils vont nous inventer un nouveau ballon? L'ingénieur de chez Adidas, visiblement, connaît un petit peu de choses sur la manière de construire les ballons, quelles pièces on peut utiliser. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut raconter sur la géométrie des ballons, la forme des pièces, et essayer de comprendre s'il y a des généralités qu'on peut raconter. Alors, d'abord, je tiens à préciser qu'un ballon,
faut vraiment, moi, en tant que mathématicien, j'y pense vraiment comme un objet géométrique, plus que le ballon gonflé qu'on voit à droite, tout rond. Avant d'être gonflé, c'est un assemblage de polygones, d'hexagones et de pentagones, par exemple. Et, et après, quand je vais le gonfler, ces pièces sont faites en cuir. Le cuir, il est découpé à plat, hein. C'est vraiment des faces qui sont planes. Cet objet, c'est quelque chose qu'on appelle un polyèdre. Un polyèdre qui va avoir des faces, qui va avoir des arêtes et qui va avoir des sommets. Le sommet, c'est les endroits où j'ai trois pièces qui viennent se toucher. Et donc les arêtes, c'est à la limite au bord entre deux pièces qui sont cousues. Ce sont les coutures sur mon ballon. Et voilà, moi j'y pense à mon ballon comme un polyèdre fait de pièces planes qui ont des bords. Ici, les bords sont droits. On verra que dans certains ballons, les bords ne seront plus droits du tout. Et, et donc, on va essayer de comprendre certaines relations sur ces différentes pièces pour voir quel type de ballon on peut construire. Il faut savoir aussi que les ballons, euh, mis à part le ballon de rugby, sur lequel on reviendra tout à l'heure, les ballons, ils ont une tendance à être sphériques, à avoir une symétrie bien sphérique, qui présente un inconvénient par rapport à le ballon ovale de rugby, c'est que il est trop prédictible au niveau de ses rebonds. Le ballon de rugby, il a le bon goût d'introduire un petit peu d'aléatoire. Et vous qui avez fait un peu de proba et un peu d'aléatoire, vous savez à quel point c'est difficile de maîtriser l'aléatoire. Mais pourtant, c'est un autre domaine des mathématiques, l'aléatoire. Essayer de maîtriser l'aléatoire en situation épidémique, c'est quelque chose qui est très important, de maîtriser l'aléatoire ou de comprendre l'aléatoire ou d'anticiper l'aléatoire. Le ballon de rugby, le fait qu'il ne soit pas sphérique, permet d'avoir plus d'aléatoire et de rendre les choses plus intéressantes. Le ballon de foot, tout sphérique qu'il est, tout bien symétrique, est moins intéressant, mais ça veut dire, enfin de mon point de vue, mais ça veut dire que du point de vue du fabricant de ballon, il va essayer de faire un ballon qui soit aussi symétrique que possible. La symétrie, c'est encore une autre notion mathématique. Il va essayer de faire en sorte que de ne pas privilégier un côté plutôt qu'un autre du ballon. Et que la structure du ballon, vous voyez, à chaque sommet ici, par exemple, je couds un pentagone avec deux hexagones. Et si je vais aller voir n'importe quel sommet, c'est la même structure, un pentagone cousu avec deux hexagones. Cet autre sommet, un pentagone, deux hexagones. Cet autre sommet, un pentagone, deux hexagones. Donc ça va être la même structure, il n'y a pas de sommet qui soit différent d'un autre. Voilà, on dit que le polyèdre, alors ce n'est pas un polyèdre régulier parce qu'il est fabriqué avec deux pièces différentes, des hexagones et des pentagones, mais il est semi-régulier. Et on aimerait bien savoir quel type de polyèdre semi-régulier on peut faire pour savoir pour fabriquer le ballon et pour faire des ballons de nature diverses et variées. Alors la première chose, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la formule d'Euler. Alors ceux qui suivraient, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui suivent Math Expert, hein, si j'ai bien compris, vous êtes élève en terminale. Vous devez suivre l'enseignement de spécialité de mathématiques. Et puis, il y a un autre enseignement en parallèle qui s'appelle Math Expert, dans lequel on vous parle un petit peu de graphes. Alors, bon, comme vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez me... certains sont en Math Expert, parfait. Donc, certains ont dû parler de graphes. Sauf que vous avez dû, je pense, parler de graphes dans un plan et que nous, on va s'amuser à parler de graphes sur un ballon. Parce qu'on va dire qu'après tout, quand je prends mon ballon et que je suis en train de me dire que je fais un assemblage de polygones, voilà, avec des sommets, et puis reliant ces sommets des coutures que j'ai tracées en noir, et bien ce que j'obtiens, en fait, c'est un graphe. Et je peux m'amuser à me tracer un graphe sur mon ballon. Le graphe, c'est juste un ensemble de sommets reliés par des coutures.
Et je peux commencer à me dire, une fois, voilà, vous avez vu, j'ai tracé un graphe un petit peu au hasard, hein, j'ai pas été suivre une règle très précise. Et je peux me mettre à compter, une fois que j'ai découpé, tracé mon graphe sur le ballon, je peux me mettre à compter le nombre de faces pour commencer. Comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai demandé combien il y avait de pentagones, combien il y avait de polygones. Eh ben, je vais aller compter le nombre de faces. Ici, vous voyez que mes faces, il y en a certaines qui ont quatre côtés. Celle-ci a quatre côtés, hein, celle que je vais marquer avec un point bleu. Celle qui est juste en dessous, à gauche, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Hein. Je n'ai même pas fait avec que des quadrilatères ou que des hexagones ou que des pentagones. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Après, je vais compter le nombre d'arêtes. Alors, je vais repasser mes arêtes, comme ça, j'en oublierai pas. J'ai une arête, deux arêtes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 arêtes. Et puis enfin, je peux compter le nombre de sommets. J'ai un sommet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sommets. Eh bien, quand je prends le nombre de faces, que j'ajoute le nombre de sommets, 6 faces et 10 sommets, ça me fait 16 sommets, que je retranche le nombre d'arêtes, il y a une formule due à Euler qui dit qu'on va, sur un ballon, tomber toujours sur le nombre 2. Et je vous invite à faire cet exercice par vous-même. Vous prenez un ballon, vous regardez. Alors, je dois avoir quelques ballons qui viennent après. Par exemple, le ballon de rugby, on peut compter le nombre de faces. Alors, pareil, je ne peux pas faire tourner le ballon en distanciel, donc je vais compter ici sur ma tablette. Hein, je l'ai fait, mais je vous invite fortement, quand vous rentrerez chez vous, si vous avez des ballons chez vous, à faire l'essai par vous-même. J'ai une première face ici, une deuxième, une troisième, et il y en a une qui est derrière, j'ai 4 faces. Au niveau des coutures, j'en ai en fait une entre chaque face. Une face, une deuxième, et en fait, je vais avoir 4 coutures, 4 arêtes pour mon graphe. Et puis enfin, au niveau des sommets là, qui relient, j'ai 2 sommets à chaque bout du ballon. Et donc, au final, je trouve 4 moins 4 plus 2, ça me fait bien mon nombre 2 sur lequel je suis censé tomber. Alors, je pourrais faire ça avec d'autres objets. Hein, je pourrais dessiner imaginez que vous gonflez le cube qui est ici, vous allez tomber sur un ballon, pareil. Donc, on pourrait tracer ce graphe en forme de cube. On pourrait le tracer sur le ballon. Hein, faut un peu d'imagination, mais on doit pouvoir y arriver. Hein, voilà. Donc, imaginez-vous plutôt le cube que vous gonflez. Et on peut à nouveau compter le nombre de faces. Et ça, depuis l'école primaire, les jeunes enfants, on leur apprend à compter le nombre de faces, le nombre d'arêtes, le nombre de sommets sur un cube. Alors, vous devriez normalement savoir qu'un cube, ça a 6 faces, parce qu'on fait des dés à 6 faces. Après, le nombre d'arêtes, j'en ai 1, 2, 3, 4 sur le dessus, 4 sur le dessous, 3, 4, et puis j'en ai 4 verticales, donc ça me fait 12 arêtes. Alors, je ne devrais pas marquer face arête parce qu'on ne soustrait pas des choux et des carottes, donc on ne soustrait pas des faces et des arêtes. Et pourtant, je fais bien 6 moins 12. Et le nombre de sommets, j'ai 4 sommets en haut et 4 sommets en bas, donc plus 8 sommets. Et donc, si je reprends ce calcul, 6 moins 12, ça fait moins 6 plus 8, ça me fait bien 2. Et vous pouvez prendre, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont parlé du tétraèdre. Moi, à mon époque, en terminale, on parlait de tétraèdre. On faisait quelques démonstrations sur le tétraèdre régulier. L'intersection des médianes, des choses de genre. Bon, alors un tétraèdre, c'est comme un dé à 4 faces. Donc, ça a 4 faces, justement. Le nombre d'arêtes, ça a 6 arêtes. Et puis le nombre de sommets, il y a 4 sommets. Hein.
Et quand je regarde, 4 moins 6 moins 2 plus 4, ça me fait 2. Et quel que soit le graphe que vous allez dessiner sur un ballon, vous trouverez tout le temps le nombre égal à 2. Alors, quand on fait cette observation, les mathématiciens aiment bien faire des démonstrations qui viennent derrière. Alors, je vais essayer d'esquisser la démonstration sur le dessin que j'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai dessiné un graphe sur le ballon. Et pour ce graphe, eh bien, il faut que j'essaye de démontrer pourquoi on tombe toujours sur le nombre 2. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que manipuler des hexagones, des quadrilatères, là j'ai des triangles, c'est un petit peu compliqué. Donc la première chose qui vient à l'idée, enfin qui vient à l'idée, c'est pas moi qui ai eu cette idée, hein, ça remonte à Euler, et puis même avant, bien avant Euler, à l'Antiquité, on avait déjà regardé ce genre de choses, sans le dire, sans appeler ça des graphes. Ça va être de découper. On va découper chacun des polygones en triangles. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter des arêtes en fait. Ici, par exemple, je vais rajouter une arête de manière à former un triangle. Quand je rajoute cette arête, si vous regardez ce qui se passe au niveau du nombre de faces, du nombre d'arêtes et du nombre de sommets, alors attendez, je vais décaler un petit peu ça, et au niveau du nombre de sommets, j'ai rajouté une arête, mais ça m'a du même coup rajouté une face. Et ça ne m'a pas changé le nombre de sommets. Et donc, quand je fais mon total, nombre de faces moins nombre d'arêtes plus nombre de sommets, la quantité n'a pas changé. Rajouter une arête, ça ne m'a pas changé mon nombre de faces moins nombre d'arêtes plus nombre de sommets, puisque j'ai rajouté une face et j'ai rajouté une arête. Je peux recommencer une deuxième fois. Ce triangle, je rajoute à nouveau une face, je rajoute une arête, donc ça ne me change pas mon nombre. Et je peux comme ça découper tous mes polygones en triangles. Et maintenant que j'ai coupé tous mes polygones en triangles, il m'en reste un ici, ce que je peux faire, c'est commencer à effacer les triangles un par un quand ils se situent à l'extérieur de ma figure. Alors, par exemple, j'ai commencé par effacer ce triangle-là. Pour effacer ce triangle, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, si j'efface, j'hésite à effacer parce qu'on ne voit plus après ce qui reste. Si j'efface, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, si j'efface ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on diminue le nombre de faces de 1 et on diminue le nombre d'arêtes de 1. Si vous regardez, là, je vais retirer une arête, mais du coup, ça va me supprimer une face. Mais maintenant, je peux m'amuser à effacer le triangle qui vient à côté. Et là, l'opération n'est pas la même. Ça me diminue le nombre d'arêtes de 2. Ça me diminue le nombre de sommets de 1. Il y a un sommet qui va disparaître et il y a une face qui va disparaître. Mais là, dans ce cas-là, à nouveau, quand je fais la quantité nombre de faces moins nombre d'arêtes plus nombre de sommets, en fait, la colonne du milieu, je devrais lui mettre un grand moins devant à chaque fois. Comme ça, on verra peut-être mieux les choses. Et donc, quand je fais le total, moins 1 se simplifie avec le plus 1, et les 2 moins 1 ici avec le plus 2, ça ne me change pas de mon nombre. Donc, je peux effacer une à une, sans changer le nombre, la quantité, nombre de faces moins nombre d'arêtes plus nombre de sommets. Je peux passer à celui qui est à côté, et c'est les deux seules opérations qui peuvent se produire. Soit j'efface 2 arêtes, un sommet, une face, soit j'efface une face et une arête. Et là, 2 arêtes, un sommet et une face. 2 arêtes, un sommet, une face ici. À nouveau, 2 arêtes, un sommet, une face. Et puis ici, 2 arêtes, un sommet, une face. Je ne change toujours pas mon nombre. 2 arêtes, un sommet, une face. Et qu'est-ce qui va me rester à l'arrivée? Il va me rester plus qu'un seul triangle. Et quand il me reste qu'un seul triangle, je peux compter que j'ai 2 faces, 3 sommets, 3 arêtes. Donc 2 faces moins 3 arêtes plus 3 sommets. Il me reste mon nombre 2. Donc quand je suis arrivé à juste un triangle, je peux voir qu'il me reste le nombre 2 et que, comme tout au long des opérations, à chaque fois que j'effaçais un triangle, je ne changeais pas la quantité nombre de faces moins nombre d'arêtes plus nombre de sommets, j'ai démontré que pour n'importe quel graphe que je vais tracer sur le ballon, le nombre de faces moins le nombre d'arêtes plus le nombre de sommets sera égal à 2.
Donc une formule très importante qui prend le nom de caractéristique d'Euler. Alors, cette formule, quand je fais des graphes sur la surface d'un ballon, je comprends bien ce qui se passe. Quand j'essaye de faire la même chose, mais de tracer dans l'espace à 3 dimensions, au lieu de tracer des triangles dans l'espace à 3 dimensions, si je commence à essayer de tracer des tétraèdres et de faire un pavage de l'espace avec des tétraèdres, ça a donné lieu à un sujet de mathématiques qui a tenu tout le XXe siècle en haleine, qui s'appelle la conjecture de Poincaré et qui a été démontré à la fin du XXe siècle par Perelman. Mais ces considérations de caractéristiques d'Euler, de faire nombre de faces moins nombre d'arêtes plus nombre de sommets et de se demander sur quel nombre on tombe en fonction de la nature de l'objet, est un sujet de mathématiques très riche. Alors pour le ballon, on comprend complètement. Et pour le ballon, d'ailleurs, ça donne des résultats intéressants qui remontent à l'Antiquité. Et dès l'Antiquité, on attribue le résultat à Platon, mais disons que Platon, c'est certainement une intelligence collective de mathématiciens de l'époque, qui avait observé que si j'essaye de fabriquer... Alors, on s'éloigne un tout petit peu des ballons pour l'instant, puisqu'on se met à parler de polyèdres. Mais vous avez vu que tout à l'heure, moi, derrière les ballons, je vois de toute façon des polyèdres. Donc, si j'essaye de construire des polyèdres réguliers, c'est-à-dire que toutes les faces doivent être des polygones réguliers, par exemple, et j'utilise un seul type de polygone régulier pour construire mon polyèdre. Polygone régulier. Par exemple, je ne veux utiliser que des triangles équilatéraux, ou alors je ne veux utiliser que des carrés, ou alors je ne veux utiliser que des pentagones. Alors la première chose, c'est qu'on ne pourra pas faire un polyèdre régulier avec que des hexagones. Pourquoi on ne peut pas faire avec que des hexagones? Parce que si j'essaye de faire avec que des hexagones, ben, je me retrouve à faire comme les abeilles. Je me retrouve à paver le plan avec des hexagones, mais c'est tout plat et je ne peux pas recourber pour former un polyèdre. La somme des angles, quand je vais me mettre à mettre 3 hexagones côte à côte, la somme des angles, ça me fera 360 degrés, ça restera plat, je ne pourrai pas essayer de le replier. Donc, si je n'utilise que des hexagones, je ne peux pas sortir du plan. Des figures à 7 côtés, je vais avoir encore plus de mal. Donc, si je veux faire un solide régulier, je pourrais utiliser que des triangles équilatéraux, des carrés ou des pentagones. Et après, je peux m'interroger combien de triangles je peux mettre ensemble et combien de triangles je peux mettre à chaque sommet. Alors, des triangles, je peux en mettre soit 3 à chaque sommet et je tomberai sur le tétraèdre, soit je peux en mettre 4 à chaque sommet et on tombera sur quelque chose qu'on appelle l'octaèdre, qui a 8 faces. Le tétraèdre, il a 4 faces. Soit sur un objet bizarre que vous avez peut-être jamais rencontré, que vous avez peut-être déjà vu, qui est très joli à construire avec un patron, qui est un icosaèdre et qui a 20 faces. Avec le carré, vous ne pouvez faire que le cube, qui a 6 faces. Et avec le pentagone, vous pouvez faire ce qui s'appelle le dodécaèdre, qui a 12 faces. Et donc, on sait démontrer grâce à cette formule d'Euler que ce sont les seuls polyèdres réguliers qu'on peut construire avec donc des polygones réguliers en utilisant un seul type de polygone régulier. Et dans le commerce, on retrouve ces polyèdres réguliers quand on fait des jeux de rôle, par exemple. On joue avec des dés à 4 faces, à 6 faces, à 8 faces, à 20 faces ou à 12 faces. Celui-là est un intrus parce que les faces ne sont pas des polygones réguliers. Ici, on voit, c'est un quadrilatère, mais ce quadrilatère n'est pas régulier puisque ce n'est pas un carré. Voilà. Donc, ces solides réguliers là nous donnent les dés à 4 faces, 6 faces, 8 faces, 12 faces ou 20 faces. Alors, quel rapport avec les ballons? C'est que c'est que ces solides sont très symétriques. Et en fait, ceux qu'on utilise pour fabriquer des ballons dans les différentes coupes du monde de foot, le graphe qu'on dessine
sur le ballon, quand on va relier les sommets entre eux, ben, on va voir que ça a généralement la structure d'un de ces polyèdres. Alors, c'est là que je vais essayer de lancer mon sondage. Ah oui, je dois vous parler d'une autre chose encore. C'est qu'au lieu d'utiliser un seul polygone régulier, comme ici, je n'ai utilisé qu'un seul type de polygone pour former mon polyèdre, je peux assouplir un peu les choses et me dire que je peux utiliser deux types, comme dans le ballon de foot. Là, on a utilisé à la fois des hexagones et des pentagones. Et en fait, le ballon de foot, c'est celui-ci, là où on assemble 20 hexagones et 12 pentagones. Archimède, celui de la poussée d'Archimède, qui était mathématicien lui aussi, a classifié les solides qu'on peut former avec 2 ou 3 types de polygones réguliers. Ici, c'est en assemblant des carrés et des triangles. Celui-ci, c'est aussi en assemblant des carrés et des triangles. Celui-là, on assemble des octogones, des hexagones et des carrés. Et on a une classification complète et on sait dire qu'il n'y a pas d'autre choix que ceux que j'ai tracés, que j'ai récupérés là sur Internet et qui sont à l'écran. On pourrait contacter les fabricants de chez Adidas ou on pourrait regarder leurs ballons pour se demander lesquels ils ont utilisés jusqu'à présent pour fabriquer leurs ballons. Et puis si jamais ils n'ont pas été assez innovants, leur suggérer que pour la prochaine Coupe du Monde, ils pourraient utiliser un autre modèle de ballon basé sur un de ces autres solides archimédiens. Alors, le jeu, ça consiste à se demander, dans les différents ballons qu'on a vus, quelle était la structure. Donc là, je vous ai dit, ce ballon, c'est un icosaèdre tronqué, c'est-à-dire formé d'hexagones et de pentagones. Alors, je vais reprendre celui-ci et je vais vous demander, selon vous, quel est le type de structure? Alors, c'est peut-être le plus dur. On va prendre celui-là d'abord. Celui-là, il est un petit peu plus simple. Quelle est la structure de ballon que vous voyez derrière ce ballon? Est-ce que vous y voyez plutôt un tétraèdre? Est-ce que vous y voyez plutôt un cube, un octaèdre? Donc, le tétraèdre, 4 côtés. Le cube, 6 faces. L'octaèdre, qui a 8, le dodécaèdre qui a 12 faces, l'icosaèdre qui a 20 faces ou l'icosaèdre tronqué. Alors, le vote est ouvert. Donc, il y a, je ne sais pas, on va dire 12 votants si je m'exclus, si j'exclus les personnes qui sont dans leur voiture et qui ne peuvent pas voter. Ouais, c'est pas évident et puis les avis sont partagés. Et puis même moi, d'un point de vue mathématicien, mes avis sont partagés en fait. Ça dépend comment je le regarde ce ballon. Mais ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer d'y voir des mathématiques, quoi, et de vous dire quelle structure de graphe on a derrière. Alors moi, dans les différentes conférences que j'ai faites jusqu'à présent, c'est marrant parce qu'il y en a 0 qui m'ont dit c'est un cube. Moi, j'ai toujours dit, regardez, c'est un cube. J'ai une première face ici formée de 2 rectangles, j'ai une deuxième face ici formée… En fait, moi, ce ballon-là, je le vois vraiment comme un cube, là où j'ai coupé les faces en 2 rectangles. Chaque face, je la vois comme formée de 2 rectangles. Et donc, j'ai pris mon cube que j'ai coupé en chaque face, j'ai coupé en 2 rectangles. Et comme mon cube, il a 6 faces, une fois que je coupe chaque face en 2 rectangles, ben, je vais me retrouver avec 12 rectangles. Et c'est ce qu'on avait annoncé au début, qu'on devait assembler 12 rectangles. Et que, en fait, ce ballon n'est rien d'autre qu'un cube. Mais maintenant, certains d'entre vous me disent, et je suis surpris, parce qu'en fait, j'ai vu ça hier en préparant, j'ai vu, mais oui, on peut ici voir un dodécaèdre, parce qu'en fait, si vous regardez, ici, il y a un premier arête. Si je regarde les sommets, j'ai un sommet ici, un deuxième, troisième, quatrième et cinquième sommet. Et donc, les pièces que j'ai, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5 côtés, et ça devient des pentagones. Même les profs, ils ont hésité. Et donc, on peut y voir un assemblage de pentagones avec 12 pentagones, ce qui nous donne en fait rien d'autre que le dodécaèdre qui a ces 12 faces qui sont des pentagones.
Il y a eu d'autres réponses icosèdres ou icosèdre tronqué ou tétraèdre. J'hésite à y voir autre chose qu'un cube ou un dodécaèdre, mais bon, hein, ça se discute. Ce ballon-là, qu'est-ce qu'on y voit? Alors là, hein, c'est pas complètement évident. Déjà, moi, là, enfin, je vais relancer le vote là aussi. Je ne sais pas si vous avez eu non, vous n'avez pas vu les résultats du vote. Je vous montre quand même les résultats du vote. J'ai 62% des personnes qui m'ont dit que c'était un dodécaèdre. Et donc, effectivement, si je garde l'approche grave dont j'ai parlé, j'y vois un dodécaèdre. Alors, je vais m'amuser juste avec un autre ballon. Hein, je vais prendre un autre ballon. Je n'ai pas le temps de faire tous les ballons, hein, malheureusement. Je reviendrai sur ces histoires de... Hop, je passe vite. Voilà, un autre ballon. C'est le ballon de la Coupe du Monde de foot au Brésil. Alors, à votre avis, ici, hop, je relance le sondage. Ce ballon de la Coupe du Monde de foot au Brésil, quel type de ballon il faut y voir? Alors, c'est un peu délicat. Les sommets, j'ai un sommet ici, j'ai un autre sommet là-haut. Et puis l'arête, elle est un peu bizarre, l'arête. Mais c'est quand même un graphe, hein, c'est une arête entre ces deux sommets. Et puis j'ai une autre arête ici entre ce sommet et celui-ci. Et puis j'ai une troisième arête qui doit être comme ceci, avec un sommet qui est là. Vous y voyez un tétraèdre majoritairement. Alors, je n'ai pas le temps là aussi de laisser très longtemps. J'ai 11 sur 14, donc ça ne doit pas être mal. Donc voilà ce que vous avez voté. Vous y avez vu un tétraèdre. Et en fait, si on regarde le ballon, ça c'est une photo avant assemblage, on a 6 faces. Et ces faces-là, si je regarde les sommets, pour chacune de ces faces, j'ai 1, 2, 3. Les sommets, c'est là où j'ai la petite pointe noire. Et quand je relie ces sommets entre eux, j'obtiens un quadrilatère qui est rien d'autre qu'un carré. Donc, c'est des faces qui ont une structure carrée, même si les arêtes sont curvilignes. La face même, en fait, c'est une structure d'un carré. Alors, quel est le solide qui a 6 faces carrées que je vais assembler après le long? Alors, je pourrais compter le nombre d'arêtes qu'il y aura, mais il y aura 12 arêtes, hein, 8 sommets et 6 faces une fois que j'aurai tout assemblé. En fait, c'est un cube. Le ballon de la Coupe du Monde de foot au Brésil était en fait avec une structure cubique. 6 faces, 8 sommets, 12 arêtes. Et les faces sont des quadrilatères. C'est juste que le bord des faces est arrondi. Si je veux aller voir le bord de ma face ici, pour aller de chaque côté, est un côté arrondi. Donc, ça a vraiment la structure d'un cube. Celui de la Coupe du Monde de 2018 aussi, c'est un cube. Ça ne se voit pas bien, mais là, si je prends les sommets, j'aurai 4 sommets qui sont ici. Et puis, ces sommets sont reliés par une ligne polygonale, mais n'empêche que j'ai que 4 côtés. J'ai 6 faces, et ça sera aussi la structure d'un cube. J'espère que pour la Coupe du Monde au Qatar, ils arrêteront de nous faire des cubes et qu'ils nous feront une autre forme de ballon. Alors, il est 10h57. Je voulais juste... alors, ça va aller très vite. Là, c'était pour vous dire que la forme arrondie des coutures, ce n'est pas nouveau. Vous l'avez déjà sur les balles de tennis. Alors, plusieurs choses. De la formule de l'air, je n'aurai pas le temps de le démontrer, c'est dommage. Si on forme un ballon avec des hexagones et des pentagones, vous prenez la formule de l'air, vous regardez, vous verrez qu'il y a toujours exactement 12 pentagones. Ce qui veut dire que dans les objets, vous voyez, là j'ai une photo de la géode à la Cité des Sciences à Paris. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est formé de petits triangles. Il y a plein de petits triangles équilatéraux qui sont associés. Et quand je prends mes triangles côte à côte, en général, ce que je vais voir, c'est des hexagones. Si je prends si je relie les centres des faces, je vais obtenir des hexagones. Et en fait, le théorème mathématique, ça vous dit qu'ici, vous trouverez forcément 12 pentagones.
Alors, sur la géode, c'est un petit peu dur à voir. Il y a d'autres structures de dômes géodésiques qui sont construits. Et là, vous voyez, on trouve nécessairement, c'est un théorème mathématique, on ne peut pas faire avec que des hexagones. Donc, nécessairement, vous aurez des pentagones quelque part. En voilà un premier. Je crois qu'il y en a un deuxième ici, pentagone, qu'on peut deviner. Et donc, on ne pourra jamais former qu'avec des hexagones. Il y aura toujours des pentagones. Et notamment sur la balle de golf, qui semble être un assemblage d'hexagones, eh bien, si vous prenez une balle de golf et que vous cherchez bien, je vous garantis que vous trouverez des pentagones. Là, j'en ai un. Hop. Et dans toute balle de golf, vous pourrez compter le nombre de pentagones que vous aurez exactement 12 pentagones. Théorème mathématique. Que dire de plus? Sinon que la nature aussi s'amuse à faire des ballons. Ça, c'est un arbre qui s'appelle le cornulier du Japon. Ces fruits ressemblent à des petites framboises. Et si je fais un agrandissement sur les fruits, ce que vous voyez, c'est que vous avez une structure à nouveau d'hexagone. C'est assez fabuleux. On trouve des hexagones avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Et le théorème de maths, il vous dit que vous devez aussi trouver des pentagones. Donc, moi, mathématicien, ne pouvant m'empêcher d'essayer de faire des maths quand je vois des objets, j'ai foncé pour essayer de voir qu'ici, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5 et que j'avais bien des pentagones aussi dans ce fruit qui, pour moi, est un fruit mathématique. Alors, est-ce que c'est le fruit qui a inspiré les mathématiciens pour se poser des questions? Est-ce que c'est certainement pas les mathématiciens qui ont inspiré le fruit? Mais voilà, en tout cas, moi, en tant que mathématicien, quand je regarde le monde qui m'entoure, j'ai toujours tendance à porter un regard mathématique, à identifier des objets géométriques. Et c'est ça que je voulais partager un petit peu avec vous, vous montrer ce que ça pouvait être le regard qu'un mathématicien peut porter sur le monde. Je sais, c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est de ça qu'est fait mon métier de mathématicien. Voilà, j'ai respecté le temps, j'espère. Il est 11 heures.